14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. Bonjour, heureux de vous retrouver depuis la foire de Châlons-en-Champagne avec aujourd'hui cette voix, celle d'un tueur qui a marqué la mémoire de cette région, Pierre Chanal, l'adjudant-chef Chanal qui transportait sur ses épaules une montagne de silence, jusqu'à ce que ceci se transforme en honte, la honte d'être démasqué comme un violeur et un tueur en série. 8 victimes que l'on va appeler les disparus de Mourmelon, uniquement des jeunes hommes militaires ou civils, comme volatilisés dans ce triangle de Champagne entre Mourmelon, Suippes et Châlons-en-Champagne. Des disparitions négligées qui ne semblaient intéresser personne. Il va falloir 8 ans, l'obstination d'une poignée d'enquêteurs et d'un juge pour qu'apparaisse cette silhouette athlétique et ce visage taillé à la serpe, celui de Pierre Chanal, respectable gradé le jour, violeur pervers le soir. 18 ans après le suicide de l'adjudant qui a préféré la mort au déshonneur d'une condamnation, des familles s'interrogent toujours sur la mort d'un fils, d'un frère ou d'un mari. L'ombre de Pierre Chanal continue de les poursuivre. Avec nos invités, nous allons essayer de savoir pourquoi l'affaire Chanal a marqué à ce point les esprits et explorer les derniers mystères de ce dossier. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime depuis la foire de Châlons-en-Champagne avec aujourd'hui Pierre Chanal ou les fantômes de Mourmelon. À l'hiver 1980, c'est ici, près de cet immense camp militaire posé dans les plaines de Champagne, qu'un jeune appelé disparaît, le premier d'une longue série. Le samedi 5 janvier 1980 au matin, un froid vif règne sur le camp de Mourmelon-le-Grand. La nuit précédente, les températures ont encore chuté. Les appelés du 4e régiment de dragons se rassemblent dans la cour pour l'appel. Le soldat Patrick Dubois, 19 ans, depuis un mois sous les drapeaux, affecté à l'escadron de commandement et de service, ne répond pas à l'appel. Le jeune homme a bénéficié la veille d'un quartier libre. Il avait prévu de se rendre au cinéma avec un autre appelé. Patrick Dubois est un garçon timide qui n'a jamais quitté ses parents, qui habite près de Valenciennes. Il est du genre discipliné. Il voulait même devenir gendarme. Pas de nouvelles. L'armée diligente donc une procédure de désertion. Ses parents vont se démener pour avoir des nouvelles, mais l'armée reste muette. À ce stade, pas de véritable enquête. Patrick Dubois est déclaré déserteur. Un an plus tard, dimanche 20 février 1981, Serge avait 20 ans, appelé du 3e régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp, dans l'Aube, n'a pas réintégré la caserne. Bientôt papa, il s'était rendu, comme à son habitude en stop, à Tinqueux, près de Reims, où vit sa famille. Serge n'avait aucune raison de disparaître. Son service militaire s'achevait dans quelques semaines, mais lui aussi est classé déserteur. Les 2 premières disparitions de jeunes appelés ne font pas de vagues. L'armée est habituée à ce genre de défection. Le fait qu'elle soit survenue dans un même secteur ne change rien à l'affaire. La région autour de Châlons-en-Champagne est un haut lieu militaire. La 3e disparition, août 1981, de l'appelé du 4e dragon, Manuel Carvalho, passe, elle, totalement inaperçue. Lui aussi, comme Patrick Dubois, était affecté en qualité de mécanicien à l'escadron de commandement et de service. Il s'est volatilisé lors du week-end des 8 et 9 août. Vont suivre 2 autres cas. 20 août 81, Pascal Sergent quitte son unité de char de combat de Mourmelon pour une permission de 72 heures. Il part en stop, comme de très nombreux bidasses, pour rejoindre la maison familiale à Tagnon, dans les Ardennes. Pascal Sergent voulait s'engager dans l'armée, mais lui aussi est considéré comme déserteur. Lundi 4 octobre 82, le 4e régiment de dragons de Mourmelon constate l'absence de l'appelé Olivier Donner. Lui aussi est parti en stop pour rentrer chez lui près de Troyes. Pas de nouvelles pendant un mois, jusqu'au 31 octobre, où son corps est découvert par un chasseur près du camp de Mailly-le-Grand. Dissimulé dans un bosquet, il porte les habits qu'il avait lors de sa disparition, manque son sac et ses papiers. L'hypothèse criminelle est envisagée. La mort du jeune Olivier Donner entraîne l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge de Troyes. Il s'agit de toute évidence, mais l'autopsie ne parvient pas, en raison de la dégradation extrême du corps, à établir les causes de la mort.
Impossible de savoir si le jeune soldat a été frappé et de quelle façon ou s'il a subi une quelconque agression sexuelle. 5 militaires disparus dans un même triangle, Mourmelon, Suippes, Châlons-en-Champagne, tous autostoppeurs volatilisés aux abords de la Nationale 77. Quelques familles dispersées demandent à la justice de déclencher des recherches, mais on ne les entend pas. Les autorités parlent de disparition volontaire de majeurs. En 1983, dans le sillage de la mort de l'appelé d'honneur, le procureur de Reims demande à la section de recherche de la gendarmerie de reprendre à zéro les investigations. Les recherches végètent, 23 août 85, disparition de Patrice Denis, 20 ans. Pas un soldat, mais un technicien en tir de fusée qui se rendait au camp de Mourmelon. À la section de recherche, le capitaine Joël Vaillant charge le gendarme Jean-Marie Tarbes des investigations. Les enquêteurs sentent confusément que toutes ces disparitions se ressemblent. Et si elles étaient l'œuvre d'un prédateur qui rôde sur ces routes juste avant la tombée de la nuit? Et c'est la question qui va se poser à des enquêteurs qui vont voir leurs doutes se confirmer et s'étoffer. Il va falloir encore du temps pour que se dessine la silhouette d'un homme qui est peut-être derrière cette longue série de disparitions. Les gendarmes s'intéressent au camp de Mourmelon et à ses abords. Avec l'aide de l'armée de l'air, ils ratissent les bois, les bosquets, les fossés, à l'aide de caméras thermiques pour retrouver une trace du dernier disparu, Patrice Denis, le jeune technicien en lancement de fusée. Mais ce décor que l'on commence à surnommer le triangle des Bermudes de la Marne, ce paysage ne livre aucun indice. 30 avril 87, l'appelé Patrick Gache, 19 ans, 4e régiment de dragons, ne réintègre pas la caserne. En dépit des précédents, l'armée va mettre 2 mois avant de prévenir le 8 juillet la section de recherche de la gendarmerie. À croire que les militaires ne veulent pas d'ennui ou redoutent une mauvaise publicité. Les gendarmes fouillent le camp de Mourmelon, auditionnent des gradés, établissent une liste de 63 profils intéressants. Enquête sous tension. Lors d'une visite du camp, le ministre de la Défense, André Giraud, s'exclame « Les disparus de Mourmelon, c'est une blague ridicule !» 8 août 1987, le cadavre d'un jeune Irlandais, Trevor O'Keefe, est découvert dans le bois d'Alincourt, dans l'Aisne. Il a été étranglé avec une cordelette. Il est établi qu'il faisait du stop près de Châlons-en-Champagne. Le meurtrier n'a pas laissé de traces, mais la chance va tourner. 9 août 1988, loin de Mourmelon, à Bussière, en Saône-et-Loire, le chef Genet et le gendarme Descheny de la compagnie de Mâcon patrouillent aux abords du chantier de la ligne TGV. Ils sont intrigués par la présence d'un combi Volkswagen vert arrêté au bout d'un chemin de terre. Sans doute des écologistes qui viennent perturber le chantier SNCF. À la vue des gendarmes, le conducteur se présente spontanément. Il se déclare comme un collègue militaire, adjudant, chef Pierre Chanal. Le chef Genet examine la carte militaire de l'individu, puis décide de faire le tour du véhicule. À l'arrière, il aperçoit un jeune homme attaché aux pieds par des sangles, les poignets par des chaînes, le cou relié par une chaînette à l'enrouleur de la ceinture de sécurité. Le jeune garçon est vivant, blessé, traumatisé. Il dit avoir été violé. C'est un Hongrois, Palas Falvé. Autostoppeur, il ne parle pas français. Chanal est embarqué, il nie toute agression, il invoque une mise en scène entre homosexuels. Chanal était affecté récemment à Mourmelon. Les gendarmes de Reims sont alertés. Les enquêteurs découvrent ce militaire athlétique, crâne rasé, yeux bleus, qui a été arrêté en short et débardeur. Ils ont aussitôt le sentiment de détenir en Chanal le suspect numéro 1. L'adjudant-chef a servi au 4e régiment de dragons à Mourmelon en 77 jusqu'en juillet 86. Il était le supérieur de 4 des appelés disparus. Il a ensuite été affecté au centre d'équitation militaire de Fontainebleau, mais il a continué à fréquenter assidûment la Marne. Il se rendait fréquemment au paraclub de Mourmelon. Chanal avait toujours rêvé d'intégrer les paras, des troubles circulatoires l'en avaient empêché. Il s'est inscrit au paraclub le 30 avril 1987, le jour même de la 7e disparition, celle de Patrick Gache. Le combi est passé au peigne fin. On y trouve des cheveux, des poils, mais à l'époque l'ADN est une science en devenir. Des slips d'hommes, des sangles, des godemichés, une cordelette en nylon sont saisis. Pierre Chanal est placé en garde à vue pour les disparitions. 660 questions. Il ne va pas craquer. Malgré les lourdes présomptions, Pierre Chanal n'est pas rattrapé pour le moment par l'affaire des disparitions. Dans l'immédiat, il va passer aux assises pour le viol du jeune Hongrois.
En ce mois d'octobre 1990, Pierre Chanal comparaît devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Sa victime, Pallas Falvé, 22 ans, enlevée et violée, indique « Il avait le regard d'un fou et j'ai pensé, il va me tuer. J'ai vu dans ses yeux l'envie de tuer. » Chanal décrit froidement un jeu sexuel extrême mais consenti entre adultes. Les jurés ne le croient pas. Il écope de 10 ans de prison. Un viol barbare était au cœur du procès, mais c'est bien le spectre des disparus de Mourmelon qui a plané sur toutes les audiences. Il a échappé aux poursuites. Pour les familles des victimes, tout comme pour les gendarmes, il faut parvenir coûte que coûte à le rattraper. Il s'avère que le dossier des disparus est alors en déshérence après avoir connu des changements incessants de magistrats. 12 novembre 1994, après bien des difficultés, Pierre Chanal est mis en examen pour séquestration et assassinat dans le dossier O'Keeffe. Il rue dans les brancards et tente de se suicider. Son avocat sait que le dossier est fragile. Le juge finit par rendre une ordonnance de mise en liberté du militaire. La famille du jeune Irlandais est choquée, mais la libération est confirmée. La menace s'éloigne pour Pierre Chanal. Il va alors vivre chez l'une de ses sœurs, à Saint-Étienne. Jusqu'ici, le militaire n'a jamais rien avoué, quitte à s'énerver et à se taper la tête contre un bureau. Un 7e juge, Pascal Chapard, reprend lui l'affaire à bras-le-corps. Il retrouve des scellés perdus, fait analyser les poussières aspirées dans le combi de Chanal, 457 poils analysés, 22 ADN masculins détectés, 5 ans d'expertise. En 1999, les empreintes génétiques de Patrice Denis, Patrick Gache et de Trevor O'Keeffe sont identifiés. Le 13 août 2001, Chanal est renvoyé devant les assises de la Marne pour séquestration et meurtre. Il fait évidemment appel. Mardi 14 octobre 2003, 23 ans après la première disparition d'un jeune appelé du contingent aux abords du camp militaire de Mourmelon, le procès de Pierre Chanal, 56 ans, s'ouvre devant la cour d'assises de la Marne, à Reims. Les familles de victimes, la presse, le public, tout le monde attend avec impatience l'apparition de l'adjudant-chef prévue pour le lendemain, mercredi 15 octobre. Chanal est depuis 3 mois en grève de la faim pour protester et sa venue a été différée. Les premiers témoins entendus le décrivent comme quelqu'un de secret, solitaire, austère. Un militaire évoque un élément discipliné et volontaire mais totalement introverti à propos de sa vie personnelle. Un fort chabrol cérébral, comme le décrit le journal Le Monde. Des appelés de Mourmelon le décrivent comme un gradé qui s'en prenait aux faibles. Sa sœur aînée, Simone, dit de lui qu'il était tout au contraire très sensible. L'adjudant-chef a tout fait pour éviter ce procès pour 3 séquestrations et meurtres avec préméditation. Il avait fait appel, puis déposé un pourvoi en cassation, finalement rejeté. Ce rendez-vous était programmé au printemps, 11 mai, mais l'intéressé a fait une tentative de suicide en prenant du Noctran, un somnifère. Depuis 3 mois, il est en grève de la faim, mais a été jugé apte à comparaître. Aux premières heures de la matinée, avant l'ouverture de l'audience, la nouvelle stupéfiante se répand. Pierre Chanal s'est suicidé dans sa chambre du CHU de Reims sous garde policière. Son avocat André Buffard lui avait rendu visite à 22h10. Je l'avais trouvé très faible. En même temps, il semblait ailleurs, il paraissait serein. À 22h50, 2 greffiers sont venus lui lire les procès-verbaux d'audience. À 0h38, lors de sa ronde, un policier a noté que Chanal avait la tête en arrière. Il y avait une flaque de sang sous le lit. L'adjudant-chef avait 2 lames de rasoir entre les jambes et s'était tranché l'artère fémorale. Chanal s'est suicidé, procès ouvert et aussitôt refermé par la présidente de la Cour qui déclare l'action publique éteinte. C'était un geste parfaitement organisé, déclare le procureur général Yves Charpenel. On ne saura donc jamais ce que Pierre Chanal avait réellement dans la tête lorsqu'il partait en chasse aux autostoppeurs près du camp de Mourmelon. Une douleur que les victimes ne vont jamais oublier. Dans les heures, les jours et les mois qui suivent le suicide de l'adjudant Pierre Chanal, les familles de victimes sont effondrées. La polémique ne va jamais s'apaiser. Maître Gérard Chemla, avocat de 2 familles de victimes, indique ressentir une immense tristesse. Nous avions renoncé à la vérité, nous devons renoncer à la justice. Les familles de victimes vont repartir de Reims
avec l'idée que la justice n'existe pas pour elle. Maître Éric Dupond-Moretti, avocat de la famille de Trevor O'Keefe, dénonce la légèreté de la surveillance de l'accusé. Il annonce son intention d'attaquer l'État pour dysfonctionnement. Simone Chanal, la sœur de l'accusé qui était venue défendre son frère, déclare à son tour « C'est la justice qui l'a tué, car elle n'avait personne d'autre que lui sous la main. Personne ne l'a cru. La justice est coupable. Elle n'a pas fait son travail comme il faut. » 2 enquêtes administratives seront lancées pour en savoir plus sur le suicide de Pierre Chanal, mais ces procédures ne livreront aucune surprise. Les familles devront faire leur deuil sans explication et essayer d'effacer leur chagrin. 5 corps de disparus manquent toujours à l'appel. Les gendarmes n'ont jamais pu fouiller les 2000 puits qu'avait fait creuser Napoléon III en 1857, n'ont jamais pu inspecter les centaines de failles naturelles et de galeries aménagées lors des dernières guerres, des boyaux dans lesquels Pierre Chanal aimait venir s'entraîner et crapahuter en solitaire, tout autour de ce vaste camp de Mourmelon, dont le nom signifie en latin « le murmure des morts ». L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.